Dans certaines régions rurales d'Indonésie, la frontière entre la médecine moderne et les croyances traditionnelles est poreuse. On consulte un médecin pour le corps et un guérisseur pour l'âme, la chance, la famille ou le destin. Ahmad Suradji était l'un de ces hommes à qui l'on faisait confiance. Un dukun, un chaman respecté, sollicité pour résoudre des problèmes que la société, la médecine ou la justice ne savent pas toujours expliquer. Pendant plus de 10 ans, il a été consulté, respecté, protégé. Et pendant plus de 10 ans, il a tué. Pour comprendre comment Suradji a pu agir si longtemps, il faut comprendre le rôle social du dukun. Il ne s'agit pas d'un marginal, il s'agit souvent d'un homme intégré, parfois influent, consulté dans le secret, loin du regard des institutions. Les consultations concernent souvent des sujets intimes. Stérilité, infidélité, conflits familiaux, pauvreté, maladies inexpliquées, ces sujets génèrent de la honte, de la peur et une dépendance émotionnelle. C'est précisément ce type de relation que Suradji va exploiter. Ahmad Suradji, né en 1949 à Sumatra Nord. Il grandit dans un environnement où la spiritualité traditionnelle est omniprésente. Son père est déjà connu pour pratiquer des rituels de guérison. Suradji hérite donc d'un statut avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Très jeune, il observe une chose essentielle. Les mots d'un guérisseur modifient le comportement des adultes. Il rassure, effraie, persuade. À l'âge adulte, il construit soigneusement son image. Il se rend disponible. Il écoute, il promet, il entretient le mystère. Il ne s'impose jamais par la force, il s'impose par la croyance. Suradji fonctionne selon un schéma précis, répété, maîtrisé. Il commence par la sélection. Il cible des femmes seules, vulnérables, convaincues qu'un rituel peut résoudre leurs problèmes. Il installe ensuite une autorité spirituelle. Il affirme avoir reçu un message, une vision ou une indication des esprits. Puis vient l'isolement. Le rituel doit se faire à l'écart, dans un lieu présenté comme purifié. Plantations, champs, terrains isolés. L'acte criminel est ensuite commis par strangulation. Une méthode silencieuse, compatible avec la discrétion et l'absence de témoins. Les corps sont enterrés selon une orientation répétitive, notamment tête vers l'ouest, dans une logique présentée comme rituelle. Ce schéma se répète pendant des années, sans variation majeure, ce qui démontre une préméditation constante. Pendant longtemps, les disparitions de femmes ne déclenchent pas d'enquête approfondie. Dans les zones rurales, une disparition peut être expliquée par un départ, un mariage, une migration. Mais une disparition va faire basculer la situation. Une femme est vue pour la dernière fois après avoir consulté Ahmad Suradji. Sa famille insiste, les versions se contredisent. Pour la première fois, Suradji ne parvient pas à fournir une explication cohérente. Pendant des années, les disparitions de femmes dans la région de Sumatra Nord n'avaient jamais été reliées entre elles. Chaque cas était traité isolément quand il était traité. Dans certains villages, on parlait de départ volontaire. Dans d'autres, de mariage. Parfois même de malédiction ou de destin. La police locale, sous-dotée et confrontée à un territoire rural étendu, ne disposait ni des moyens ni des informations nécessaires pour établir un lien entre ces absences. Le basculement intervient lorsqu'une disparition récente ne peut plus être expliquée par les hypothèses habituelles. Une femme est vue pour la dernière fois après avoir consulté Ahmad Suradji. Cette fois, la famille refuse d'abandonner. Elle insiste, interroge, confronte les versions. Lorsque les enquêteurs commencent à recouper les témoignages, un détail revient régulièrement. Plusieurs femmes disparues avaient consulté le même guérisseur dans des circonstances similaires. L'enquête change alors de nature. Il ne s'agit plus de rechercher une personne disparue, mais de vérifier l'existence d'un schéma. Les policiers établissent une liste. Elle s'allonge rapidement. Trop rapidement pour être ignorée. La décision est prise de fouiller les terrains autour de la propriété de Suradji. C'est un moment clé, car à partir de cet instant, l'affaire bascule définitivement du doute vers la certitude. Les premières fouilles révèlent des restes humains, puis d'autres. Chaque découverte confirme que les disparitions ne sont pas accidentelles, mais criminelles. Ahmad Suradji est interpellé et interrogé. Contrairement à de nombreux criminels, il ne cherche pas à nier longuement. Il adopte un ton calme, presque détaché. Il explique avoir agi selon des instructions spirituelles, il décrit des rituels, il indique des emplacements précis. Ces indications conduisent les enquêteurs à d'autres sites d'inhumation.
À chaque fois, les fouilles confirment ces déclarations. L'affaire devient nationale. Les médias s'en emparent. Le pays découvre qu'un homme respecté, consulté pendant des années, est en réalité l'auteur d'un massacre silencieux. Au fil des aveux et des découvertes sur le terrain, une question devient centrale. Combien de victimes Ahmad Souraji a-t-il réellement faites ? Lors de ses interrogatoires, il reconnaît 42 meurtres. Toutes les victimes sont des femmes. Toutes ont été attirées sous couvert de rituels censés améliorer leur vie. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Il correspond aux emplacements que Souraji est capable d'indiquer. Il correspond également aux corps retrouvés ou aux preuves matérielles identifiées par la police. Les autorités retiennent officiellement ce nombre car il repose sur des éléments vérifiables. Dans un système judiciaire, ce qui ne peut être prouvé ne peut être retenu. Mais ce chiffre provoque un choc profond dans l'opinion publique. 42 victimes dans une zone rurale sur plus de 10 ans, sans qu'aucune alerte majeure n'ait été déclenchée. Ce constat soulève une question dérangeante. Combien d'autres crimes peuvent rester invisibles lorsque la peur, la croyance et l'isolement se combinent ? Le cas Souraji devient alors un symbole, non seulement de la dangerosité d'un individu, mais aussi des failles d'un système incapable de protéger les plus vulnérables. Le procès d'Ahmad Souraji s'ouvre en 1997 dans un climat de stupeur nationale. Les audiences attirent une attention considérable. La question n'est plus seulement de juger un homme, mais de comprendre comment cela a été possible. La défense tente de construire un argument central. Souraji aurait agi sous l'influence de croyances mystiques, de visions, voire d'ordre spirituel. L'objectif est clair, remettre en cause sa responsabilité pénale. Des experts psychiatres sont alors mandatés. Leur mission est d'évaluer sa capacité de discernement au moment des faits. Leur conclusion est sans ambiguïté, Ahmad Souraji était conscient de ses actes. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que ces actes étaient interdits par la loi. La répétition des crimes, leur organisation, la sélection des victimes et la dissimulation des corps démontrent une préméditation incompatible avec un trouble mental abolissant le discernement. Le tribunal rejette toute justification religieuse ou culturelle. La croyance n'excuse pas le meurtre, et encore moins sa répétition sur plus d'une décennie. Les témoignages, les aveux et les preuves matérielles s'accumulent. La culpabilité ne fait plus de doute. À l'issue du procès, Ahmad Souraji est reconnu coupable de meurtres multiples avec préméditation. La peine prononcée est la peine de mort. Une décision conforme au droit indonésien en vigueur à l'époque est largement soutenue par l'opinion publique, choquée par l'ampleur du dossier. Souraji est incarcéré dans l'attente de l'exécution. Les années passent. L'affaire continue d'alimenter les débats sur la place des croyances traditionnelles, la responsabilité individuelle et la protection des populations vulnérables. En 2008, la sentence est appliquée. Ahmad Souraji est exécuté par peloton d'exécution, conformément à la procédure légale indonésienne. Avec sa mort, le dossier judiciaire se referme. Mais les questions qu'il soulève demeurent.